Dernière partie du chapitre 2, on va parler de ce qu'on appelle l'APGAR, qui est une mesure des réflexes du nouveau-né, ce qu'on appelle les réflexes néonataux, et une petite parenthèse sur l'alimentation de bébé. Je vais vous parler de l'APGAR. APGAR, oui. Virginia APGAR, c'est vraiment son nom. Cette femme est devenue médecin et elle a commencé à étudier la chirurgie pour finalement s'orienter en anesthésie. Donc, médecin spécialisé en anesthésie. On lui doit ce qu'on appelle l'indice d'APGAR ou le score d'APGAR. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un indicateur, je dirais subjectif, parce que c'est une analyse de l'état du nouveau-né. Donc, tout de suite après qu'il vient au monde, on veut détecter qu'est-ce qui est dans la normalité et qu'est-ce qui est dans l'anormalité. Quel enfant est à risque de mortalité néonatale, donc qui sa santé est vraiment compromise pour X raisons, il est en danger, et ou une infirmité motrice cérébrale, donc qui peut avoir des séquelles suite à cette naissance-là. Elle a établi plusieurs indices qui vont être les lettres de son nom. Alors, c'est ce que l'on va voir. Bon, allons-y. C'est en 1952 que Virginia APGAR a fait approuver son modèle d'évaluation du nouveau-né, qui part de ce qu'elle appelle des indices. Les indices sont de 0 à 2 pour chacune des catégories de réaction de la part du nouveau-né. Donc, le premier, c'est l'apparence, le pouls, la grimace, l'activité musculaire et la respiration. De 0 à 2. 2, ça veut dire que tout est parfait. 1, c'est qu'on trouve qu'il va quand même bien, c'est pas dramatique, mais c'est pas complètement parfait, c'est ça. Et 0, c'est l'absence de cette partie de l'indice-là. Alors, allons-y par exemple avec l'apparence. Comment on mesure l'apparence? C'est avec la coloration de la peau. Un enfant qui apparaîtrait avec une peau bleue. N'oubliez pas, c'est après 1 minute. Je ne l'ai pas indiqué, mais 1 minute, on évalue ça 1 minute après la naissance, donc il a eu le temps de respirer et de devenir plus rosé. On l'évalue 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. On lui donne 10 minutes pour être un beau bébé rose. Donc, on y retourne avec mon explication. Apparence, s'il est bleu, ben on vient y mettre 0. Oui, les bébés, quand ils viennent au monde, ils sont bleus. Mais non, il respire là. OK? Il respire, puis là, ça fait... Donc, on peut dire, il est un petit peu bleuté. Au niveau des pieds et des mains, je vais lui donner 1 point. 1 point, 1 minute. À 5 minutes, les petits pieds, finalement, ils sont redevenus rosés. Bien, je vais lui donner son 2 points. Quand on regarde le calcul de l'APGAR, on additionne toutes ces... Par rapport à tous ces indices-là, on les additionne et puis ça va tomber sur 10. Et le total sur 10 peut faire en sorte que l'enfant est en danger ou l'enfant est en parfaite santé sur le plan neurologique. On va voir chacun des indices d'APGAR. Vous l'avez d'ailleurs dans votre volume à la page 69 sous forme de tableau. Et oui, les indices sont de 0 à 2. On les mesure 1 minute après la naissance, 5 minutes après la naissance et puis 10 minutes après la naissance. Le premier, je l'ai nommé l'apparence, c'est la coloration de la peau. Ça, c'est réglé. Le pouls, ça, c'est le rythme cardiaque. Si le pouls est absent, ça va être 0. Si le pouls est irrégulier, on peut mettre 1. Mais il peut être irrégulier à 1 minute et ça va être replacé à 5 minutes et puis à 10 minutes. Dans votre volume, il marque simplement 1 minute, 5 minutes. Mais pour plusieurs, on fait ce tableau-là sur 3 durées différentes. Donc, le pouls, c'est le rythme cardiaque. La grimace, c'est la réactivité aux stimuli. Est-ce que dans son visage, est-ce qu'il va tousser? Il va-tu grimacer? Bon, Yen, il va-tu éternuer? Son visage,
quand il pleure, ça bouge-tu, ça, cette petite face-là? Voilà, la grimace. Ensuite, l'activité musculaire, c'est l'ensemble du corps. Un bébé qui vient au monde, en principe, il va se mettre à gigoter puis à ramener ses membres sur lui. Parce que ça fait des mois et des mois qu'il est en manché de même dans le ventre de sa mère, qui est replié sur lui-même. Donc, il va gigoter. S'il y a un haut niveau d'activité musculaire, yes, 2 points. La respiration, elle, ben, on va dire, ça se peut qu'elle soit irrégulière. On va mettre 1 point, irrégulière, parce qu'il peut y avoir des sécrétions. On a nettoyé les sécrétions. 5 minutes, là, il y a une bonne respiration. À 10 minutes, tout est parfait. Alors, les scores, ça va nous donner, on additionne A, P, G, A, R pour chaque minute, chaque partie de minute, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Et ça peut donner un APGAR de 7, 9, 10. 7, on pourrait dire qu'il a perdu 1 point à l'apparence. Il a perdu 1 point par rapport à la grimace et par rapport à l'activité musculaire. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut donner? Grosso modo, pour beaucoup de bébés, eh bien, on va se retrouver à 10 après 10 minutes. Même à la naissance, la fameuse coloration que je parlais, les bébés naissent pas mal bleutés. Ils respiraient grâce au cordon dans le ventre de leur mère. Mais c'est le choc de la naissance. Starter la machine des poumons, ça peut prendre un certain temps. Donc, souvent, c'est là qu'ils vont perdre un petit point. On peut se retrouver avec 9, 10, 10 ou 8, 9, 10. C'est un petit peu ça. Quand l'enfant se retrouve avec un APGAR après 10 minutes de 7, là, l'aide est nécessaire. Il faut intervenir rapidement sur ce qu'on a eu qui ne fonctionnait pas. Quand c'est moins de 4, là, go aux soins intensifs. Puis les risques de mortalité néonatale ou d'infirmité motrice cérébrale, ils sont élevés. Parce que cet enfant-là, peut-être qu'il ne respirait pas, qu'il ne bougeait pas, et que la coloration il était bleutée. La circulation ne se faisait pas bien. Mais au moins, on le sait. Je vous rappelle que ceci est un indice qui est subjectif, mais qui est bien appliqué, bien enseigné et bien appliqué, nous donne un indice aussi, un indice de comment est-ce que ça va aller aussi plus tard avec cet enfant-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mais comment ça va aller plus tard? On ne devrait pas naître avec un indice qui finit après 10 minutes à 4. C'est à peu près ça que j'essaie de vous dire, là. On va parler maintenant de l'alimentation du bébé. Bien, la première alimentation du bébé, là, il ne mange pas du steak, hein? Dites-moi pas que c'est parce qu'il n'y a pas de dents qu'il ne mange pas de steak. Le bébé, il ne mange pas de steak. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de dents, par exemple. Mais il boit du lait. Le lait maternel, qui vient de sa maman, donc il est allaité. Et nous avons des préparations lactées qui se rapprochent du lait maternel dans leur composition qui fournit le lait nécessaire au bébé. Alimentation au biberon. Allaitement, ça veut dire donner du lait. On a l'allaitement maternel, on le voit très bien, et l'allaitement au biberon. J'ai écrit alimentation au biberon, mais on pourrait parler d'allaitement, parce que allaitement, c'est donner du lait. D'ailleurs, vous pouvez donner du lait avec le biberon et ça soit du lait maternel. Les accessoires que vous avez là, à gauche, un tire-lait électrique, à droite, un tire-lait manuel. Donc, c'est un accessoire qui permet à la femme de tirer son lait pour après ça le transférer dans des bouteilles et pouvoir lui donner au biberon. Ça fait longtemps que ça existe. Tout est possible. L'allaitement maternel. L'allaitement maternel, aujourd'hui, c'est très populaire. En fait, même on demande toujours à la mère, est-ce que tu penses l'allaiter? Cette question-là ne se posait pas dans les années 60, hein? Des années 40, 50, 60. Comment ça? Les femmes n'étaient pas capables d'allaiter? Mais oui, tu es capable d'allaiter, mais c'était mal vu. C'était mal vu, même en privé. En société, jamais dans une situation sociale, la femme allait allaiter. Mais ce qui fait qu'une femme est adaptée à la société moderne, on appelait ça la société moderne, donc elle avait ses biberons, des pipines de biberon, et puis le chauffe-biberon, et le stérilisateur à biberon, les brosses à biberon, c'était ça.
j'ai été allaitée par un biberon et non par ma mère. Parce que c'était comme ça à cette époque-là. Il y a eu une vague de « on retourne à l'allaitement maternel » aux alentours des années 70. Mais encore là, c'était pas la majorité en 70. Ça s'est, je veux dire, replacé. En fait, l'allaitement maternel, c'est le meilleur lait pour le bébé. Alors, c'est ce qu'on devrait lui donner durant au moins les 4 premiers mois de sa vie. Mais je veux dire, tu peux continuer après, là. C'est très bien de continuer après, mais exclusivement. Je veux dire qu'il n'y a pas d'aliments solides. Certains vont même jusqu'à dire pas avant l'âge de 6 mois. Le bébé, c'est suffisant pour lui ce qu'il y a dans le lait maternel pour le soutenir et permettre son développement. L'âge, tu dis, bon, OK, j'ai commencé à allaiter, tout va bien. Le premier lait, d'ailleurs, que la mère produit, c'est ce qu'on appelle du colostrum. Le colostrum, il y a beaucoup d'anticorps. Il est très riche en protéines et en sucre. C'est un lait boost qui va, pour moi, permettre l'enfant à développer ses propres anticorps. Alors, on suggère fortement, même une femme qui ne voudrait pas allaiter, d'extraire ce lait-là et qu'on lui donne au biberon, si c'est son choix, parce que c'est un boost pour le système immunitaire de l'enfant. Jusqu'à quand on peut allaiter ou qu'on doit allaiter? Les pédiatres recommandent jusqu'à l'âge de 2 ans. Très peu de femmes vont allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans, mais il y en a qui vont allaiter plus longtemps. À ce moment-là, on va parler des allaitements prolongés. Je vais vous en reparler. Donc, jusqu'à 2 ans, mais là, il mange. Là. À 2 ans, il mange, puis il boit le lait de sa mère, mais il va boire aussi de l'eau. C'est bien de boire de l'eau, du jus et d'autres... C'est ça, de l'eau, du jus, puis éventuellement du lait de vache. Pas toujours du lait de vache. On va prendre plutôt les laits maternisés, qui sont spécialisés aussi pour reproduire les mêmes composantes que le lait maternel. En tout cas, jusqu'à 6 mois, là, ça c'est sûr qu'on préconise ça. Puis, idéalement, même les laits maternels, si on peut les laits maternisés, pardon, si on peut avoir 1 an pour allaiter notre enfant avec un biberon, ça serait bien, mais ça coûte cher. Le lait maternel, il coûte rien. Puis pour le bébé, il est vraiment le meilleur de tous les laits du monde. Le lait de maman. Mis à part le fait que certaines femmes refusent d'allaiter, et c'est un choix personnel, il y a quand même des problématiques qui vont faire en sorte que la femme est incapable d'allaiter. C'est plutôt rare et ça arrive. Et pour ces femmes-là, ça peut même, dans une certaine mesure, correspondre à un deuil. Un deuil du rêve de la maternité complète, de la perfection dans la maternité. Physiologiquement incapables, les personnes qui ont eu des réductions mammaires ou des augmentations mammaires, il se peut que les canaux au niveau de la glande mammaire aient été sectionnés. Et qu'est-ce que ça fait si ces canaux-là sont sectionnés? C'est clair que le lait ne sortira pas. Ou même, ça peut occasionner ce qu'on appelle des mastites, vu que le lait est comme coincé parce que les canaux ont été coupés et écrasés peut-être lors de ces interventions chirurgicales. Là. Donc, mesdames, si vous choisissez d'allaiter, vous pensez que vous allez avoir des enfants un jour et que vous choisissez d'allaiter, gardez vos petits seins, n'ayez pas peur. De toute façon, la prothèse mammaire, elle ne fait pas de lait. Vous réparerez les dégâts plus tard. Je sais, ça vous fait rire, là, mais même le plus petit des seins peut produire même beaucoup plus de lait qu'un très, très gros sein. Ça aussi, ça peut être physiologiquement incapable. Une femme qui aurait des très gros seins, qui a beaucoup de tissus adipeux autour de la glande mammaire, ces tissus-là, c'est pesant, puis ils les écrapoutent. Donc, pour que le lait se rende jusqu'au mamelon, mais avec les canaux, et que ça fonctionne bien pour pomper le lait à l'intérieur du sein, il y a des femmes, c'est parce qu'ils ont des trop gros seins, qui fait que c'est trop difficile. Ils vont y aller avec des tire-laits. À un moment donné, c'est épuisant toujours se servir des tire-laits. Donc, petit sein ne veut pas dire pas de capacité à allaiter. Et puis, le jour où vous voudrez vous faire remonter les boules, vous irez en chirurgie si c'est ce qui vous dérange dans la vie. Ça, mamelon rétracté, ou ce qu'on appelle un mamelon invaginé, c'est le mamelon qui se retrouve à l'intérieur. Tu dis, j'ai jamais vu ça, ça existe-tu? Oui, ça existe. Il y en a qui ont des mamelons plats.
le mamelon plat, c'est donc, il est, je vais dire flat. Flat, le sein, l'aréole. L'aréole, c'est le grand tour rouge, rosé que nous avons, ton mamelon. Et il y a à l'intérieur, le mamelon est rentré à l'intérieur complètement pour les mamelons invaginés. Pour les mamelons plats, il est vis-à-vis l'aréole. Donc, la femme qui a un mamelon plat, elle peut allaiter. Mais pour ça, il va falloir qu'elle travaille fort pour lui permettre de faire ressortir le mamelon. Mais c'est possible. Plus difficile parce que la bouche du bébé glisse le long de ce mamelon-là qui n'est pas ressorti. C'est la problématique avec les femmes qui ont le mamelon plat. Les femmes qui ont le mamelon invaginé, là, il ne ressortira pas tout seul, lui-là. Là. Vraiment pas, parce qu'il est vers l'intérieur. Ça fait une petite ligne. Un peu comme quand on voit des jeunes enfants un petit peu dodus, on regarde leur mamelon à eux, puis il y a comme une petite ligne, parce que le mamelon est comme à l'intérieur, parce qu'il y a de la graisse autour. Bon, la femme qui a le mamelon invaginé, eh bien, elle, même si elle est de poids normal, même si tout est correct, il est comme à l'intérieur. Il est physiologiquement programmé pour rester à l'intérieur. On peut le faire ressortir, mais ça prend des accessoires médicaux spécifiques qui sont ce qu'on appelle des boucliers. Ça ressemble vraiment à un bouclier qu'on met sur le sein, qui va créer une pression sur le sein pour pouvoir faire ressortir. Et ça, c'est plusieurs mois avant la naissance de l'enfant que la femme doit utiliser ces techniques-là. Et ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionne pas toujours. Autre cas, si le bébé a une fissure palatine, ce qu'on appelle communément le bec de lièvre, c'est difficile pour lui d'avoir une succion au niveau du mamelon pour pouvoir avoir du lait. En fait, allaiter, là, c'est pas juste le mamelon qui est responsable, c'est la succion que le bébé fait sur l'aréole, la petite rondelle rouge que je vous ai dit tantôt, petite rondelle rose, qui fait là, et la succion qu'il fait là, les mouvements de sa bouche qu'il fait, et l'efficacité du mamelon, les petits orifices dans lesquels vont sortir le lait. Un bébé qui a une fissure palatine, il y a une lacune au niveau de la succion, sa capacité à maintenir la succion adéquate pour être allaité par le sein. Maman, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils vont procéder à l'intervention chez votre bébé. D'ici là, eh bien, ce qu'on conseille aux femmes qui tiennent absolument à allaiter leur bébé, d'extraire leur lait avec des merveilleuses machines. Il y en a qui n'aiment pas ça, les petites treilleuses. Ah, tu veux-tu ou tu veux pas? C'est pas une treilleuse. C'est ça. Ça ressemble à ça. Oui, je l'ai fait moi aussi dans le cas de mon fils, entre autres, parce que ça a pris un mois avant qu'il saisisse le principe de pouvoir être allaité, comment ça fonctionne l'allaitement. Puis j'extrais mon lait avec ces appareils-là jusqu'à ce qu'il ait un mois. Puis à un moment donné, j'ai dit, petit gars, c'est fini, là. Maman est tannée. Ça passe ou ça casse. Je vous explique quand même que mon fils est lourdement handicapé. Il était lourdement handicapé à la naissance parce qu'il a souffert d'anoxie. Donc lui, ce réflexe-là de succion, il n'y était pas là. J'extrais mon lait, puis on lui donnait des biberons de mon lait avec des bouteilles auxquelles on mettait la tétine de la bouteille. Elle était pour les prématurés. Puis ça fonctionnait très bien. Puis à un mois, il a compris, puis il a décidé que, OK, maman, je vais y aller avec toi. Là. Bon, il n'a pas vraiment décidé. C'était ses capacités, il n'y avait pas les capacités. Une autre condition dans laquelle on ne recommande pas, mais pas du tout, l'allaitement maternel, c'est dans le cas où la mère serait porteuse du VIH ou atteinte du sida. Parce que le lait maternel fait partie d'un des 4 fluides corporels qui est porteur du virus du sida. Voilà. Tu dis, oui, mais son bébé doit l'avoir le sida, puisqu'il était dans son ventre. Ni. Non. Il y a de fortes chances que le bébé ne soit pas atteint du sida. N'oubliez pas que, oui, le sang de la mère nourrit, mais il passe par le placenta, et le placenta, c'est lui qui produit les anticorps du bébé. L'enfant n'est jamais en contact direct avec le sang de la mère. Il est transformé, l'usine, c'est placenta. Alors, au moment de la naissance, si le bébé n'a pas été en contact avec le sang de la mère,
on va procéder par césarienne. Procéder par césarienne et vraiment s'assurer que tout soit vraiment aseptisé par rapport au sang de la mère, eh bien, le bébé, il n'y aura pas de sida. Il se peut que les 6 premiers mois de sa vie, on passe des tests et on voit qu'il a le sida. On voit qu'il est porteur du VIH. Mais non, c'est qu'il reste toujours une partie de l'immunité maternelle qui est présente chez le bébé. Le virus n'est pas là, il a été stoppé, mais l'immunité maternelle a traversé le bébé. Alors, ça nous donne l'impression qu'il est porteur. Parce que dans le fond, ce qu'on teste, c'est ça, c'est son immunité. Après 6 mois, si on teste et qu'il est négatif VIH, eh bien, le bébé, il n'y aura pas de sida. C'est chouette, hein? Mais est-ce qu'une mère qui a eu un enfant est atteinte du sida ou porteuse du VIH va vouloir allaiter son bébé? Ben, c'est une inconscience majeure parce que là, s'il ne l'avait pas dans les 6 premiers mois de sa vie, puis qu'elle lui a donné dans les 6 premiers mois de sa vie, et après, eh bien, tu viens de condamner ton enfant. Je pense pas qu'il y a du monde qui vont faire ça. Hein? Non. Hein? Non. Moi, je dis non, OK? Quels sont les avantages de l'allaitement maternel sur notre poupon? Eh bien, point numéro 1, pas de suralimentation. Pourquoi un bébé peut-il être suralimenté s'il boit au biberon? Ben oui, le biberon, lui, il dégoûte tout seul. C'est beaucoup plus facile pour un bébé de boire au biberon que de boire au sein. Boire au sein, il faut qu'il fasse une succion, il faut qu'il travaille pour avoir sa récompense alimentaire. Alors, c'est beaucoup moins fréquent que les bébés aient des problèmes d'obésité quand ils sont allaités. Au biberon, c'est possible que ça entraîne une suralimentation. Il est mieux digestible, ben, il est fait pour être digéré par l'humain. Le lait de maman, il est fait pour aller dedans le bébé. D'ailleurs, la composition du lait maternel est différente d'une femme à l'autre. Ce que la femme mange va se retrouver aussi dans le lait maternel. Ses préférences alimentaires vont aussi se retrouver dans le goût du lait qui va faire que l'enfant va être plus intéressé par ces goûts-là quand on va commencer à l'alimenter avec des aliments solides. C'est particulier. Donc, il est mieux digestible. Stimule le système immunitaire grâce au colostrum que je vous avais parlé, le premier lait. C'est ça qu'il va faire. Favorise le développement du système nerveux. C'est vraiment documenté et c'est réel. On le calcule en points de quotient intellectuel. Je ne peux pas vous dire c'est combien. Je ne connais pas les dernières recherches. Mais les enfants qui sont allaités, les particularités qu'a le lait maternel, c'est que ces sucres-là, parce qu'on sait que le cerveau marche beaucoup, il y a affaire avec les sucres et les gras, il y a du gras aussi dans le lait maternel, bien, c'est mieux métabolisé et puis les sucres sont meilleurs pour le développement cérébral de l'enfant. Alors, on peut l'allaiter longtemps, puis ça va l'aider. Surtout les 2 premières années. J'ai parlé, j'ai dit prévient l'obésité, ça je l'ai dit, pas de suralimentation, donc prévient l'obésité, et réduit l'incidence du syndrome de mort subite du nourrisson, ce qu'on appelle la maladie du berceau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si un bébé est en santé, on le dépose dans son lit le soir, il n'y a rien qui peut nous indiquer qu'il peut avoir un problème de santé particulier, il peut avoir eu un petit rhume, on lui a donné de l'acétaminophène pour calmer ses douleurs associées à son rhume et faire baisser la fièvre. Il peut même y avoir rien du tout. On le couche et le lendemain matin, l'enfant est décédé. C'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Vous connaissez peut-être des personnes adultes qui souffrent d'apnée du sommeil. Très peu vont en mourir. C'est des arrêts respiratoires au cours des cycles du sommeil, mais ils reprennent leur respiration. Il y en a qui peuvent arrêter de respirer dans leur sommeil, ce qui est tout à fait automatique, la respiration, un système nerveux central qui est autonome. Donc, ils peuvent arrêter de respirer jusqu'à 100 fois par nuit. Des petits bouts de temps, puis là, ça repart des petits bouts de temps. Qu'est-ce que ça fait? C'est avec ces personnes-là sont beaucoup plus fatiguées le jour, même s'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont manqué d'oxygène par petits coups durant la nuit. Le cerveau, lui, il le sait. Alors, le cerveau du bébé, qui est nourri avec le fameux lait maternel, ce qu'on sait, c'est qu'il est en meilleure condition. De là à dire qu'il peut prévenir de toutes les apnées du sommeil, on ne sait pas. C'est la maturation du système nerveux central du bébé et du système nerveux autonome qui va faire qu'il est à risque ou pas, mais on n'a pas vraiment vu.
Si on voit que ça l'arrive, on perçoit chez l'enfant qu'il y a des saccades au niveau de la respiration qui sont vraiment anormales. Parce que ça arrive qu'un bébé, il respire pas toujours égal, mais que c'est fréquent et que c'est dans son sommeil. Tout de suite, aller investiguer parce qu'il y a des techniques pour prévenir ou pour avoir la vigilance auprès de cet enfant-là pour pas que ça arrive, la mort subite du nourrisson. Pourquoi ils l'ont mis là avec le lait maternel? Oui, qui est la composition du lait maternel, mais aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des bébés qui sont allaités par leur mère, leur petit nid de dodo est très près de la mère. Il peut même dormir avec maman. N'ayez crainte, elle écrapotira pas, sauf si elle est complètement saoule. Tu le sens, la présence du bébé. Moi, j'allaitais mes bébés aussi. La nuit, puis je mettais dans mon lit, et quand t'as un leaking, il y a de la place en Moses, là. N'ayez crainte. Hein? Alors, mais la couchette est tout près. Dès que le bébé, on dit craque un peu, fait des petits sons, c'est parce que peut-être il est réveillé ou sur le point de se réveiller. Alors, la mère va plus souvent même l'alimenter que le bébé qui est nourri aux préparations lactées. Les préparations lactées sont plus soutenantes. Je n'ai pas dit plus nutritives, plus soutenantes. Donc, il peut sauter des heures que le bébé qui est nourri au sein. Lui, non, c'est toutes les 2 heures. L'autre, il peut faire aux 4 heures. Puis c'est peut-être que dans les 4 heures d'espace, il y a eu un arrêt respiratoire qui a été fatal. C'est juste. On a tous les avantages. Dans la page, c'est-tu la page 65? Non. Ben non. C'est la page 73. J'avais mis 65 dans l'ancienne version. Vous avez la nouvelle version. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est la page 73 de votre volume. Je ne laisserai pas 65 là. On appelle ça un bloopers. OK, je viens de finir mon blabla. Allons-y avec les avantages pour la mère. Rétraction plus rapide de l'utérus. Mais au moment où la mère a accouché, le placenta est sorti, l'utérus a déjà commencé à diminuer, à cause des contractions subséquentes. Ces contractions-là, les premières, durant les premiers jours, on les appelle des tranchées. Ça porte bien le nom, on se sent un peu tranché. Et elles sont favorisées par l'allaitement. Quand bébé tète, tranchée arrive. Il n'y a pas de quoi favoriser le lien de rapprochement. Oui, mais garde, ça fait partie de la nature, c'est ça. Donc, rétraction plus rapide de l'utérus, retour plus rapide au poids normal. Ça, c'est très variable. Oui, pour certaines personnes, il va y avoir un effet parce que le lait produit pour faire nourrir notre enfant, il y a beaucoup de gras. Le gras est comme au fond du sein, je vous dirais. Je ne sais pas comment expliquer. Au début, c'est beaucoup d'eau pour hydrater l'enfant. Ensuite, vous arrivez dans la zone où il y a du gras. Du gros gras. C'est pour ça qu'on dit à la femme alterner. Alterner d'un sein à l'autre, parce que de toute façon, si elles alternent pas, elle va avoir un gros sang et un tout petit sein qui fera plus rien. Bon, je ne dirais pas toutes les techniques, mais c'est ça. Donc, oui, il y a du gras qui est pompé dans l'organisme de la femme pour faire du gras pour le lait du bébé. Mais certaines femmes conservent encore leur poids excédent, leur excédent de poids, à cause de la rétention d'eau. Pour faire du lait, pas juste du gras que tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau qui est fournie en quantité importante plus l'enfant avance en âge. Donc, il ne faut pas qu'elle soit déshydratée, la maman, là. Et ça peut contribuer au fait qu'elle reste comme un petit peu toute soufflée. À un moment donné, quand la femme va arrêter d'allaiter, là, elle va dessouffler. Et là, l'apparence va être vraiment presque instantanée. Pas toutes les femmes, je vous dis, mais il y en a qui restent rondes. Mais pas de Dieu, c'est juste rond. On ne capote pas. C'est important de nourrir notre enfant, tout simplement. C'est très économique. Ça ne coûte rien, parce que les préparations lactées, c'est dispendieux. Et puis, on sait que les préparations lactées, il faut qu'on en donne à l'enfant minimum 6 mois, idéalement au moins 1 an, rendu à 1 an de vie. Alors, allaiter, ça ne coûte rien. C'est économique. Et puis, on peut aussi le congeler. Dépendamment du type de congélateur que la personne a, on les met dans des petits sacs de plastique comme pour les biberons Playtex. On met ça là-dedans. Et puis, on congèle ça là. Dans les congélateurs qui ont un réfrigérateur en dessous, ça peut être 3 mois. Dans les congélateurs horizontaux, eh bien, ça va être comme 6 mois. Cool, hein? Tu te fais des réserves entre les boires, mais tu vas déjà être assez fatigué d'allaiter comme ça.
pas toujours le temps de tirer le lait. Toujours disponible à la bonne température et stérile. La nuit comme le jour, toujours disponible et stérile. C'est sûr qu'il est propre. Il est propre ce lait-là. Bon, on nettoie toujours les mamelons avant d'allaiter l'enfant. On nettoie pas, okay, on frotte pas avec une laine d'acier, là. Toute de barbouillette savonneuse. N'oubliez pas d'enlever le savon parce que l'enfant n'aimera pas ça. Ou si vous avez mis de la vitamine E parce que vous aviez des crevasses, enlevez-la. N'oubliez pas parce que là, ton bébé va faire une grimace. Et voilà, donc il est toujours disponible à bonne température. C'est vraiment pratique en voyage. En voyage, dans l'avion, monter, descendre l'avion, en camping. Tu n'as pas à courir après un endroit où tu pourrais réchauffer ta petite cacane de lait préparée. Déjà préparée, c'est ça, c'est les plus chers, les préparations lactées qui sont déjà préparées. Alors, c'est vraiment génial. Et c'est une période de détente pour la mère. Pour ça, il faut qu'on lui permette de se détendre. S'il y a déjà 3 autres enfants, ou même un autre enfant qui tourbillonne autour de la mère pendant qu'elle allaite, ça ne détendra pas. Donc, il faut trouver des moments où est-ce qu'on peut être bien avec notre bébé. Et souvent, c'est le moment où il a faim. Alors, il faut gérer tout ça. Si on a de l'aide, c'est vraiment, surtout au début, je vous dirais, au début, pour apprivoiser l'allaitement, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'autre enfant ou des autres enfants, le temps que ça fasse partie de notre routine et puis que, bon, on peut s'occuper des autres, faire à souper, puis on a le bébé sur le bras qui est en train de boire. C'est vraiment comme ça. Donc, période de détente, oui. Ce que ça fait de particulier pour l'enfant et la mère, en fait, moi, je vous dirais pour la mère. Puis, ce qu'elle ressent va se transmettre à l'enfant. Ça prolonge le lien intra-utérin. Vous savez, quand le bébé vient au monde, j'avais parlé de l'effet écaille de Pinot. Eh bien, la Pinot, là, elle se promène de bras en bras. De ma tante, à mon oncle, à la voisine. Pas tout de suite la voisine. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Donc, bébé est un petit peu partout, il rencontre tout plein de monde, c'est génial, ça va favoriser justement l'aspect social de ce petit bébé-là, va peut-être moins vivre la peur des étrangers. Mais, à un moment donné, la mère elle a besoin de retrouver le lien de la pinotte. Puis, le moment de l'allaitement, c'est le moment où elle redevient la pinotte. Elle est essentielle à la vie de son nourrisson. C'est beau, hein? Puis, le fait de se sentir essentiel à la vie de son nourrisson, de cette façon-là, ça favorise beaucoup le lien d'attachement parce que c'est quelque chose de privilégié. Donner un biberon, oui, ça peut favoriser aussi l'attachement. Tes proches, tu le nourris. Mais la grand-mère, le père peuvent aussi nourrir l'enfant. Là, ils n'ont pas le choix. Quand bébé pleure parce qu'il a faim, on va le porter à maman. Maman va le chercher. Il y a plusieurs raisons de ne pas vouloir allaiter. On l'a dit, des fois, si on ne peut pas pouvoir. Vous l'avez vu, le mamelon invaginé, nous avions aussi le surplus de poids, dans le sens où il y a trop de tissu adipeux dans les seins, autour de la glande mammaire. Il y avait le fait d'avoir eu des opérations au niveau des seins, qui peuvent avoir bloqué les canaux, sectionné les canaux. Ça, c'est physiologique. Mais il y a d'autres choses. Retour rapide au travail. Tout le monde n'a pas la chance d'être dans un milieu de travail où est-ce qu'on peut avoir le fameux congé de maternité de 1 an. Ça, c'est génial. Pour favoriser l'attachement et apprivoiser l'allaitement et développer une merveilleuse routine avec l'enfant, avec la famille, c'est d'avoir le temps pour retourner au travail. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. À mon époque, tu retournes au travail très rapidement. Je suis retournée au travail, mon bébé avait 2 mois. Et oui. Pas le choix. Si tu ne rentres pas maintenant dans le système, tu ne seras jamais dans le système de l'enseignement. Alors, j'ai fait ce sacrifice-là. Ma relation avec ma fille, elle est excellente. Elle est excellente. Ça n'a pas joué là-dessus. Mais sur mon cœur de mère, de nouvelle mère, première fois que j'étais mère, je suis devenue mère grâce à cet enfant-là.
eh bien, j'étais privée de sa présence. Elle avait à peine 2 mois. Donc, douloureux et épuisant. Oui, il y en a que ça va leur faire vraiment mal. Le bébé, c'est sûr qu'il y a une succion qui se fait. S'il est mal placé, ça peut entraîner des gerçures et des crevasses. Des crevasses vraiment, et ça peut saigner aussi. Donc, il faut bien prendre soin du mamelon. Et au début, c'est douloureux. À un moment donné, non, on dirait qu'il y a un endurcissement du mamelon. Là. Bon, passer à travers ça, après ça, on continue. Épuisant, on peut pas nier le facteur d'épuisement qui est lié à l'allaitement. Ça demande énormément d'énergie pour la femme. Énormément. Ça puise dans ses réserves. Il faut qu'elle ait une bonne alimentation. Il faut qu'elle soit suffisamment reposée. C'est souvent ça qui va faire en sorte que les femmes arrêtent. Ils ont commencé à allaiter, mais ils arrêtent. Parce qu'elles se sentent soit que c'est trop douloureux ou que c'est épuisant. L'autre facteur, la gêne d'allaiter en public. Aujourd'hui, on est chanceux. Les gens portent beaucoup moins de jugement par rapport à la femme qui allaite en public. Elle n'a pas le choix, bébé pleure. Hein? Il est où le frigo? Ben, le frigo. La source de nourriture. Ben, dans les bras de maman. Il y a moyen d'allaiter tout discrètement et pour ne pas déranger la susceptibilité des personnes qui sont autour de nous. Petite couverte sur l'épaule et voilà, le bébé est parti dans son lunch, dans son repas. Et tout va bien. Il y a des bébés qui sont bruyants, par exemple, quand ils boivent. Alors, ben, il a le droit. La problématique avec la gêne d'allaiter en public, c'est qu'on considère le sein comme un organe sexuel. Le sein n'est pas un organe sexuel. Le sein est un caractère sexuel secondaire, qui veut dire que c'est pas essentiel à la reproduction, mais c'est un facteur favorisant. C'est mieux d'avoir des seins quand tu vas allaiter. C'est un petit peu ça. Mais on pense beaucoup sein, on pense à sein sexuel. L'image qui vous venez, je ne veux pas dire l'image de pornographie, là, mais ouais. C'est un peu ça. Et pour plusieurs personnes, c'est « Oh mon Dieu, sein à l'air. Oh, elle est cochonne. » Non, ok. Elle veut nourrir son bébé, puis là, elle essaye de se placer. Donc, il y a moyen de le faire pour ne pas froisser les susceptibilités. Mais si dans votre entourage, tout le monde est très à l'aise, ils ne perçoivent pas votre sein comme un objet sexuel, alors, nourrissez votre enfant comme vous voulez et comme vous vous sentez confortable. Les raisons qui suivent sont des raisons qui sont très cognitives et je vous dirais émotionnelles et sociales. Ça limite les sorties. On parlait du retour au travail rapide, mais même si tu n'as pas un retour rapide au travail, il se peut que tu aies le goût, à un moment donné, de sortir avec tes amis, de retrouver un peu une vie sociale parce qu'on est coupé des gens beaucoup. Quand on a un bébé, ça demande tellement de temps. C'est un investissement qui est profitable, dans lequel on peut être très heureux, mais des fois, on a besoin d'un break. Certaines femmes arrêtent pour cette raison-là. C'est pour ça que je vous ai mis c'est pas beau, hein, l'image vache à lait. C'est que la mère peut avoir l'impression qu'elle ne sert qu'à ça. Elle ne sert qu'à nourrir le bébé. Oui, elle échange des couches, elle prend soin aussi, mais qu'elle est indispensable, puis ça la limite. On dit, elle peut tirer son lait, elle peut faire une sortie, et puis on laisse le lait à quelqu'un d'autre donner à l'enfant. Mais parfois, même les bouteilles, il y a des enfants qui vont refuser carrément la bouteille. Alors, elle peut se sentir coincée dans cette situation-là. Puis elle dit, bon, ben là, je veux plus de liberté. Un biberon me sauve la vie. Et parfois, c'est un petit peu ça aussi qui peut arrêter la femme d'allaiter. Si elle a commencé à donner des biberons, mais des biberons où c'est pas son lait qui est à l'intérieur, l'enfant peut développer, lui, au contraire, comme je vous disais tantôt, il n'aimera pas ça, mais il y en a qui vont adorer ça parce que c'est beaucoup plus simple de boire avec un biberon et se mettre à refuser le sein parce que ça demande des efforts. Est-ce que c'est le début de la fin de l'allaitement? Ça reste à voir. Mais limiter les sorties, la liberté d'action peut être une raison vraiment très valable. Manque de support du conjoint. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Dans les années 60, c'était vraiment comme ça. 40, 50, 60, dans ces années-là,
70, là, ça a commencé à laisser un peu de place, mais tu ne vas pas nourrir un enfant au sein. Voyons, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des partenaires amoureux qui ont ce mode de pensée-là? Je ne croirais pas. Et je me dis, la femme qui n'allait pas pour cette raison devrait se poser la question sur sa relation avec cet homme ou cette autre femme. Ouais, moi je me poserais la question de savoir, il est où le problème? De quoi tu te mêles? Mais là, je dis dans mes mots comme ça, là. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle là-dedans. Et ça se discute. Et pourquoi? On peut aussi discuter avec le partenaire, savoir qu'est-ce qui le rend mal. Si c'est juste dans des milieux publics, ben, ne vous inquiétez pas. Tu dis, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une façon que ce soit plus discret et c'est tout. Donc, le manque de support du conjoint, mon père était comme ça. Ma mère voulait allaiter, il lui dit, oh, pas de problème. Hey, je suis née en 1964. Qui vieille. Oui, j'ai eu 56 ans. C'est fou. 1964, et puis ma mère voulait allaiter. Mon père a dit, bon, fais donc comme tu veux. De toute façon, il travaillait 2 semaines dans le nord du Québec, puis il revenait 2 semaines. Alors, bon, il faut bien qu'elle s'occupe avec les enfants. Ma soeur était déjà née. Il fallait bien qu'elle s'occupe des enfants comme elle veut. Elle n'avait pas allaité ma soeur aînée, mais là, elle voulait tenter l'expérience avec le nouveau bébé. Sauf que mon père mettait une condition. Quand on reçoit des gens à la maison, je ne veux pas que tu allaites. Elle dit, ah, pas de problème, je vais aller dans la chambre à coucher. Non, non, je ne veux pas que les gens sachent que tu es en train d'allaiter. Ça va loin, hein? Et c'était une époque aussi où il y avait... le patriarcat était très fort. Donc, ma mère n'a allaité aucun de ses enfants parce qu'elle a écouté son conjoint, a fait plaisir à son conjoint. Est-ce qu'elle regrette aujourd'hui? On ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça que se poser la question, est-ce que j'ai besoin de soutien pour faire cette activité mère-enfant qui est valorisant, qui serait valorisant pour moi puis qui crée un rapprochement? J'ai besoin de soutien et demander du soutien. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tu ne peux pas dire, oh, mon Dieu, je suis rendue à 6 mois, tiens, oh, t'as une amie qui a la lait de son bébé, puis ça va donc bien. Tiens, je vais commencer à allaiter mon enfant. Mais non, il n'y a plus de lait. À un moment donné, la montée laiteuse se fait, puis s'il n'y a pas un petit bébé qui va extraire le lait, il n'y en aura plus. Il faut bien y penser. L'autre raison, qui est une excellente raison, et celle-là, je crois que pour moi, là, je la trouve vraiment, avec le retour rapide au travail et le fait que ce soit extrêmement douloureux, se sentir obligé par l'entourage. Ça, là, n'allaite pas. Si la femme, elle a décidé, ça fait longtemps qu'elle y a pensé, ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut pas nourrir au sein. That's it, that's all. C'est son droit. Et quand les gens mettent de la pression, comment ça? Aujourd'hui, c'est ça. Avant ça, je vous ai parlé de ma mère et les réactions de mon père. Ok, je vais te laisser faire, mais quand il y a du monde à la maison, là, l'inverse. Elle voulait, l'entourage dit non. Si la nouvelle mère, elle se sent obligée par l'entourage, ben voyons, l'allaitement, c'est tellement naturel, c'est tellement mieux pour ton enfant. On le sait que le lait est meilleur. C'est tellement mieux pour son bien-être. Écoute, l'attachement va se faire pareil. Je donne à boire à mon bébé dans mes bras. Se sentir obligé, ça peut pousser vraiment une femme à dire, regarde, non, lâchez-moi, tranquille. Surtout s'ils ont des difficultés d'allaitement, que ce soit un mamelon plat ou production de lait. Il y en a des difficultés. Le gros démarrage, après que la montée de lait est arrivée, c'est ça, si ça ne fonctionne pas. Puis on dit, ah mon Dieu, hey, c'est pas drôle que ça marche pas. Puis elle arrête tout. Parce qu'on lui met trop de pression, puis elle se sent incompétente, elle développe une mauvaise estime d'elle. Arrête ça là. Arrête ça là, puis dis aux autres de se mêler leur calibine d'affaires. OK? L'alimentation au biberon maintenant. J'adore la citation qui est là. Il vaut mieux donner un biberon avec amour qu'un sein avec répugnance. C'est un peu en réponse à la diapositive précédente où les femmes se sentent obligées par leur entourage à allaiter. Si la femme, pour elle, ne se sent pas à l'aise avec cette situation d'allaitement au sein, eh bien, fichez-lui la paix. C'est son choix. Elle va se sentir beaucoup mieux avec son enfant que si on l'oblige.
à allaiter parce que c'est la mode. Voilà. Il y a beaucoup de laits maternisés qui sont sur le marché. Il y en a même qui sont faits pour prévenir les allergies au lactose. Ce qu'on conseille aux femmes, c'est de nourrir avec les préparations lactées au moins jusqu'à 6 mois. Si on pouvait même jusqu'à 1 an, si notre budget nous le permet, jusqu'à 1 an, ça serait vraiment bien. Parce que les préparations lactées, il existe différents types de formats de préparation lactée. Il y en a qui demandent de la manipulation pour la préparation, puis il y en a d'autres que c'est du prêt à servir. Donc, il y a du lait qui est comme en poudre qu'on doit reconstituer en lait. On a des concentrés auxquels on ajoute du lait, on ajoute de l'eau pour faire du lait, et on a le prêt à servir. Le prêt à servir est vraiment génial. Parce que clic, tu décapsules et voilà, c'est dans le biberon. Il nous reste juste à le chauffer. C'est correct. Tandis que les poudres, il faut bien mélanger, s'assurer qu'il ne reste pas de petits motons qui va bloquer le trou de la tétine. Et le concentré, c'est un moindre mal, mais le concentré, il faut aussi le distribuer dans plusieurs bouteilles. Le budget va aussi avec ça. Le prêt à servir, il est cher en tabarouette. C'est normal. Produit fini, très fini. Alors, selon le budget, vous pouvez choisir la formule qui vous convient et surtout le temps. Il y a des moments où est-ce qu'on est bien content d'avoir un prêt à servir. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Pour la mère, ça lui donne plus de liberté parce que le père peut allaiter son enfant. Oui. Ne mettez pas, messieurs, l'espèce d'équipement de sein en silicone dans lequel on introduit une bouteille de lait pour simuler un allaitement. C'est ridicule. J'ai vu ça et je me dis, non, c'est pas vrai, là, c'est une blague. Non. L'important, quand on nourrit un enfant, pour tisser des liens d'attachement, pour savoir que c'est bon pour son développement affectif et cognitif aussi, c'est de l'avoir dans nos bras. Ne laissez pas un enfant seul avec un biberon dans une petite chaise. Ça, j'ai déjà vu ça. Assis là, on lui met une débarbouillette roulée sous le menton qui tient le biberon et le bébé boit seul. Non. S'il était allaité, il serait dans les bras de sa mère. Alors, reproduisons la situation, que ce soit le père, la grand-mère, le grand-père. On met le bébé dans nos bras pour qu'il puisse voir notre visage et nous sentir qu'on le tient dans nos bras. Ça favorise les liens d'attachement. On dit que ça peut favoriser la carie dentaire. En fait, les préparations lactées sont plus sucrées que le lait maternel, un autre type de sucre. Et si on laisse le bébé un soir avec le biberon, et qu'il s'endort avec le biberon, eh bien, il peut rester du lait dans sa bouche, même si le biberon est tombé. Et puis ça veut dire les dents sont exposées à ce sucre-là, donc ça peut favoriser la carie dentaire. Pire que ça qui peut favoriser la carie dentaire, c'est les suces pour les bébés. Mais la suce que certaines personnes trempent dans du miel. Le bébé pleure, trempe la suce dans le miel, pop, on y met dans la bouche. Ça va vous coûter cher de dentiste. Parce que, en plus, tu dis, il n'y a pas de dent. Oui, mais le sucre est là pareil. Et même la pousse de la dent peut être affectée. C'est incroyable, hein? Non. Fais pas ça. Dernier commentaire concernant le biberon. Mais là, je ne vous parle même pas d'alimentation au biberon. Je vous parle d'usage du biberon. Votre bébé pleure beaucoup. Vous n'êtes plus capable. Vous en avez votre casse et vous lui préparez un biberon avec du lait et du rhum. Dis donc, ça se fait pas. Oui, oui. Pas moi, là. Pas moi. Non. J'ai une bonne amie à moi que sa mère, on lui avait suggéré ça pour calmer les coliques de son enfant. Fais-lui boire son lait et mets-y une petite shot de gin. En tout cas, hein? Bébé, de l'alcool direct, là. L'alcool direct, un peu dilué avec le lait. Voyons donc! Ça se fait pas. Dans le biberon, il n'y a que des substances qui vont hydrater ou nourrir votre enfant. C'est assez clair? Pas de gin. C'est sûr que le bébé, après ça, il dort bien dur, là. C'est pas une façon d'y faire ses nuits. Tu voulais, bébé? Occupe-toi-en. Je sais que ça vous fait rire. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein? Mais mon ami va très bien.
Elle a un bon quotient intellectuel. Elle a des bons enfants qui n'ont jamais pris du gin dans leur biberon. Mais même la madame, c'est pas de sa faute à elle, c'est ce qu'on lui avait dit. À cette époque-là, il disait, bon, c'est des trucs. C'est des trucs de bonne femme, comme on dit. Il y a des trucs de bonhomme, mais ça, c'est un truc de bonne femme. À ne pas faire. Reprise de la dernière communication que je vous ai faite sur cette diapositive. J'ai dit du rhum au début, après ça du gin. J'ai appelé mon ami tantôt et c'était du rhum. Juste pour vous dire que c'était du rhum. Voilà. Faites pas ça pareil. OK? Ciao, bye.